Bienvenue au bord du terrain, le podcast destiné à améliorer les connaissances des professionnels du sport et de la santé. Je suis Laurent. Et moi Mathieu. Ensemble, nous nous entretiendrons avec des entraîneurs, des thérapeutes, des athlètes, bref, les acteurs d'un monde qu'on apprécie tant. Ce voyage entre parcours individuels et thématiques particulières vous permettra d'approfondir vos connaissances dans le domaine du sport. Au bord du terrain donne le micro à ceux qui sont sur le terrain, ceux qui sont dans l'ombre, ceux qui aiment partager leur parcours, leur expérience, leur domaine d'expertise, leur vision des choses. Au bord du terrain, c'est la voix de deux ostéos impliqués dans le domaine du sport qui ont à cœur de partager un moment de passion et d'apprentissage. Nous vous souhaitons une belle écoute. Salut Laurent, salut Olivier. Olivier, on est ravis de t'accueillir pour notre premier podcast, le premier épisode de Au bord du terrain, donc qui est consacré aux professionnels de santé et du sport. Et aujourd'hui, si on t'accueille, c'est parce que tu as de multiples casquettes qui vont intéresser les deux types de praticiens. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être qu'on peut te laisser te présenter ton parcours personnel, ton parcours professionnel surtout. Voilà, histoire que tout le monde te connaisse un petit peu mieux. Eh ben, parfait. Bonjour Mathieu, bonjour Laurent, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un honneur de commencer et d'ouvrir le bal pour votre chaîne de podcast. Donc moi je suis podologue depuis 2002. J'exerce en tant que professionnel libéral. Je ne dirai pas où j'exerce, on n'a pas le droit de le dire. Je suis spécialisé dans la prise en charge du sportif et dans l'étude posturale, notamment aussi du sportif. Et je me suis notamment spécialisé dans la prise en charge du coureur à pied, du trailer et du skieur, parce que ma zone géographique me le permet et me l'impose, on va dire. Accessoirement, je m'occupe du staff podo de l'UTMB depuis 2003, donc je gère un peu tous les podologues depuis la première édition. Donc, ce qui m'a permis de voir un peu l'évolution du monde du trail. À côté de ça, j'étais président d'une association de podologues qui s'appelle Podoxygène pendant 3 ans. Et aussi, j'ai maintenant, avec 4 confrères podologues, on a créé une société de formation qui s'appelle For Food Solutions. Et notre but, c'est d'amener un peu de science dans la podologie. Voilà à peu près un peu tout. Ok. Et du coup, tu pratiques aussi toutes ces activités-là régulièrement ? Ah oui, forcément, ça c'est la partie professionnelle. Côté perso, oui, je pratique beaucoup de sport, hein. Je fais pas mal de trail. J'ai un peu bifurqué sur le swimrun, c'est-à-dire que c'est une discipline où on allie natation et course à pied, où on fait des disciplines, c'est une discipline assez exigeante. La course la plus connue, c'est le Tillö en Suède, qui fait 65 km de course à pied avec 10 000 mètres de natation. C'est une épreuve, c'est assez exigeant et ça demande une certaine préparation. Je fais beaucoup de ski de randonnée. Donc j'aime bien faire des raids à ski l'hiver avec des copains. Le ski de rando, c'est plutôt une pratique, on va dire, détente et plaisir. Et le trail, aussi plaisir, mais j'ai pratiqué pas mal de compétitions, pas mal, on va dire, d'ultra distance. D'accord, avec un objectif un peu... un objectif sportif derrière, pas juste faire ça pour la pratique, juste avec quand même un objectif de performance derrière au niveau du classement ou du temps. Alors mon objectif performance, je fais partie du milieu du tableau, alors on va dire du milieu première partie. Je n'ai aucune prétention de classement. On va dire que pour nous la performance, c'est la capacité à finir une course. Ça c'est important de différencier entre les hauts niveaux qui eux, la performance sera la capacité à gagner une course ou à faire un top 10. Et pour monsieur tout le monde, la performance dans le monde de l'ultra, ça sera une capacité à finir une course. Donc je n'ai aucune prétention. Ça me permet aussi de connaître les problématiques et les contraintes de mes patients dans le monde de l'ultra. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre en charge, professionnellement parlant, un coureur qui fait de l'ultra avec comme un professionnel, comme un sportif qui va faire un 10 km ou un semi. C'est pas possible. C'est pas du tout la même problématique. Donc pour toi, c'est important de pratiquer pour pouvoir bien soigner tes patients. Sur ce domaine-là, oui, complètement. Et d'ailleurs, les coureurs, les patients se livrent beaucoup plus facilement quand ils savent que je pratique. Ils vont plus facilement venir vers moi, que ce soit des coureurs élites ou que ce soit des coureurs lambda. Très facilement, ils parlent de leurs craintes, de leurs peurs.
Et ils savent très bien en plus aussi qu'ils vont me retrouver, notamment, on parle de l'UTMB, mais j'ai encadré beaucoup d'autres courses entre-temps. J'ai fait le marathon du Sable au Pérou, je me suis occupé du Challenge Salomon et beaucoup d'autres courses. Et donc ils connaissent mon expérience et du coup, ils se livrent beaucoup plus facilement et notamment sur leurs peurs et leurs craintes. Ok. Est-ce que tu crois que, en plus de ce côté peut-être partage d'expérience, est-ce que tu crois que ça t'apporte des compétences de pratiquer qui te sont utiles à ta pratique professionnelle, à la prise en charge des coureurs à pied? Alors oui, inéluctablement, c'est obligé parce que on passe nous-mêmes quand on est coureur dans le monde de l'ultra par toutes les phases de la course, de l'euphorie au fond du trou, on connaît tout, on connaît ses expériences, on sait comment, entre guillemets, nous, on peut les gérer, on sait qu'après, chaque fois que tu as un coup de moins bien, tu as une phase d'euphorie absolue, qui généralement dure beaucoup moins longtemps que la phase de moins bien. Ça, c'est un gros problème. Mais du coup, on peut expliquer aux patients, on sait comment leur dire de gérer, comment leur proposer une gestion de course sans forcément être un coach. Je ne suis pas un coach, mais je rapporte avec mes patients des expériences, et notamment sur les prises en charge et les façons de courir pour éviter des pathologies. Ok. Et tu disais tout à l'heure que tu prenais pas de la même manière, du moins que tu prenais pas en charge de la même manière un coureur courte distance d'un coureur longue distance. Alors je sais pas si c'est techniquement ou si c'est l'approche qui diffère, mais comment est-ce que tu différencies les deux approches? Alors déjà, un coureur longue distance, sa moyenne pour l'élite sur un UTMB, c'est 8,6 km/h. Pour Monsieur Tout-le-Monde, on est aux alentours de 3,5 km/h. Si on prend la moyenne d'un coureur de marathon, on est déjà à 11 km/h. Donc déjà, on peut prendre le coureur d'ultra longue distance plus comme un très bon marcheur plutôt qu'un coureur. Et c'est une grosse différence dans le sens où toutes les techniques de course à pied, quand on va dire foulée avant-pied ou la cadence de pas, ça peut passer entre guillemets à l'as, dans le sens où il y a un paramètre fatigue qui va interférer. Donc il faut plutôt connaître la force qu'ils ont au niveau intrinsèque, au niveau du pied, du membre inférieur, la capacité proprioceptive. Avant tout, ça prend le pas par rapport à une technique de foulée qui, avec le temps et la fatigue, sera complètement altérée. Et ça revient un peu sur les propos de Marlène Giannolini qui disait absolument que, au lieu de vouloir absolument à tout prix avoir une foulée qualitative, la capacité à switcher différents types de foulées va permettre de générer une certaine économie musculaire et permettra d'éviter les blessures. Ok. Et dans le monde de l'ultra, c'est important en fait de savoir tout faire. Courir sur de l'avant-pied, courir sur du talon. La personne, le coureur, il va partir, si on fait un 100 km, il va faire au moins à peu près 20 heures de course à pied pour un niveau moyen, en fonction du dénivelé. Si on commence à passer sur un 170 bornes, il va passer à peu près 35-40 heures, soit de nuit. Si on passe sur un 300 km, un peu de spécialisation carrément sur la semaine dans la nature. Courses plus courtes et une question on ne peut plus trop parler de coureur à ce stade. Donc du coup, à la gestion des courses d'ultra-endurance par rapport aux courtes distances, c'est pas du tout la même. Par contre, les coureurs d'ultra-endurance, ils vont faire aussi les courtes distances. Donc du coup, il faut quand même leur proposer des techniques et les prendre en charge sur de la courte distance. Mais c'est pas leur fond de course à pied. Leur fond de course à pied, quand même, quoi qu'il se passe, c'est quand même des diesels et ils vont s'entraîner pour faire des ultras. Je prends l'exemple de ma femme, c'est pas bien de prendre l'exemple, mais elle a fait la CCC, pendant toute sa préparation, elle a fait que des allures longue distance, donc pour travailler son endurance fondamentale. Et c'est ce qui a été assez efficace. Ça n'empêche pas de faire aussi des séances de VMA et de seuil, mais c'est pas le plus important. Ça veut dire que, tu me dis si je me trompe, mais pour un coureur courte distance, tu es plus sur une analyse de foulée, et pour un coureur plutôt longue distance, en tout cas en cabinet, tu analyses, du moins tu évalues d'autres capacités. Complètement, hein. Comme j'ai expliqué, quand on prend en charge le coureur, s'il va faire 100 km, sa moyenne de course, elle n'est pas super élevée, et à la fin, il a une foulée pas du tout athlétique, il a une foulée très rasante. Donc c'est plutôt sa capacité
de repos avant la course, qui est important, donc il faut vraiment le briefer à ce niveau-là. Autant dire en tant que professionnel du pied, c'est un peu, on va pas le prendre en charge, mais on le conseille. C'est la capacité aussi proprioceptive, donc comment il intègre aussi tout son environnement. Là, on va parler de posture avec tous les capteurs, œil, oreille, pied, somesthésie, comment lui, il intègre tout son milieu, tout son environnement, parce que quand tu cours de nuit avec une frontale, et en fait, tout ton environnement est complètement altéré et il faut que l'information qui part du pied, qui remonte au cerveau, soit bonne. Parce que en fait, la frontale altère la vision, la personne est fatiguée, elle commence à avoir mal un peu partout aux articulations, donc l'information au niveau des mécanorécepteurs des articulations commence à être un peu altérée. Il ne reste plus que le vestibule et plus que l'information plantaire. Si l'information plantaire commence à être soit chantée par je ne sais pas quel autre système, ou douloureuse à cause des ampoules, et du coup son équilibre est un peu perturbé. Donc on fait tout déjà pour que son entrée proprioceptive pied soit déjà au top. Intéressant. Je fais juste une petite parenthèse pour tout à l'heure, tu as parlé de Marlène Giandolini, je pense que c'est important pour les auditeurs de souligner qu'elle est docteur en STAPS et que, tu me dis si je me trompe, tu me corriges, qu'elle travaille pour Salomon, il me semble, et qu'elle a rédigé une thèse sur la fatigue neuromusculaire, je crois, que j'avais parcouru pour une formation et elle est disponible cette thèse. C'est exactement ça. Marlène docteur, elle bosse pour le département footwear, donc la chaussure chez Salomon. Comment développer? Il développe les chaussures avec son collègue Sébastien Pavaillé. Tous les deux. Est-ce que tu peux nous expliquer, on a un peu rentré dans ton métier, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a amené à pratiquer la podologie? Est-ce que tu avais une attirance pour ce métier? Est-ce que Bon, alors pour faire simple, j'avais préparé, à l'époque c'était des concours, préparé concours kiné, concours podo. J'étais pris en liste d'attente en kiné à Strasbourg. C'était la bonne vieille époque, c'était encore les concours. Et j'étais pris d'office à Lille en podo. Et je suis quelqu'un, ça va beaucoup faire rigoler les amis, je suis quelqu'un de plutôt impatient, plutôt spontané. J'ai dit d'entrée de jeu, je fais je prends directement Lille, comme ça je sais où je vais. Derrière, j'étais pris à Strasbourg, mais vu que j'avais déjà tout pris mon appartement à Lille, etc., c'était à 10 jours à peu près de la rentrée scolaire, j'ai refusé Strasbourg et je suis allé en podo. Je suis très content dans ma profession, j'ai réussi à développer de très bonnes connaissances et je travaille énormément avec mes confrères kinés et confrères podologues aussi. Alors pour la podo, pour vite fait parler podo, moi je suis pour l'hyperspécialisation de toutes les professions, de nos professions. Moi j'ai arrêté la partie pédicurie, pas parce que j'aime pas, mais parce que je m'estimais moins compétent. Il y a des personnes qui font de la pédicurie qui sont extrêmement compétentes et je leur laisse en fait cette partie. Et d'ailleurs j'incite tous mes confrères consorts à développer des techniques extrêmement poussées. En podo c'est pareil. Je m'estime pas super compétent dans certaines activités comme le foot ou le cyclisme parce que je n'ai pas du tout de ces sportifs-là, mais par contre j'ai essayé de pousser au maximum mes compétences sur le skieur et sur la prise en charge du coureur. Et du coup, toi, par rapport à ta pratique de commande libérale de cabinet, tu utilises quoi en général comme mesure, comme appareil pour le suivi des sportifs que tu vois? Alors j'ai un appareil informatique c'est un tapis roulant informatisé, je sais pas si on a le droit de citer une marque, de marque allemande, on va dire comme ça, c'est plus simple, qui me donne tous les paramètres spatio-temporels de la foulée. Alors j'ai une certaine plateforme de pression, plus après derrière j'ai le tapis avec capteur informatisé. Et derrière j'ai des tests cliniques. J'utilise beaucoup les tests cliniques. D'accord. Pour mettre le patient en situation, pour lui faire comprendre, en fait, quand il court sur tapis, généralement, il ressent pas tout à fait les choses. On va le voir, on va l'entendre impacter au niveau du bruit, mais lui, il va pas ressentir les choses. Tandis que quand tu fais un test clinique, je fais test, après souvent je fais un peu de thérapie manuelle au niveau du membre inférieur, pied, je fais la semelle, contre-test, et là, tout de suite, il voit l'évolution. Donc il y a un travail plutôt avec le ressenti du patient lors de la prise en charge. Voilà, j'essaye tout le temps, à chaque fois, de l'inclure dans le traitement. Je propose aussi des exercices de renforcement musculaire du pied et de la jambe, du segment jambier. C'est un peu notre partie en tant que podo. Donc ça me semble tout à fait important, judicieux qu'un podologue fasse ceci. D'accord.
on y reviendra juste après l'évolution des pratiques en podologie. Donc, si tu es d'accord, j'aimerais bien repartir sur. Tout à l'heure, tu as parlé de la pédicurie. Alors, moi, ça me fait poser une question. Tu as dit t'occuper de l'UTMB, du moins des podologues lors de l'UTMB. Alors, qu'est-ce qu'une intervention en podologie lors de l'UTMB, du moins autour de l'UTMB? Alors, il y a 2 axes. Le premier, ça sera en amont. Alors, même 3 axes, on va dire. Je fais partie de la commission médicale de l'UTMB aussi, où on va essayer de sensibiliser les autres corps, les autres professionnels de santé aux problématiques du pied. Donc, j'ai fait plusieurs congrès à ce niveau-là, et on essaye de proposer aussi des études scientifiques. La dernière fois, on avait fait une étude sur l'évolution de la largeur du pied avec mon collègue Stéphane Vermont et d'autres amis, comme quoi le pied s'élargissait mais ne s'allongeait pas au cours d'une course ultra-endurance. Ça, c'est toujours, en fait, il ne faut pas prendre de pointure au-dessus, c'est un mythe. On a fait aussi une autre étude sur la MCC, sur l'évolution du pattern de course, comme quoi, au bout en fin de parcours sur un 40 km, le coureur commençait à rigidifier sa foulée, système économique. Donc du coup, ça impactait plus. Donc on essaye de développer, on essaye de regarder un peu aussi l'évolution des tendances commerciales des chaussures, c'est-à-dire on fait ça depuis 2 ans, depuis 2 éditions, voir l'évolution en fait des tendances, ce que les coureurs mettent au pied pour courir. Donc sans faire de publicité, je ne suis nullement payé par les marques, c'est Oka qui est leader du marché sur l'UTMB, après c'est Salomon, Sportiva, on arrive sur du Brooks et Altra derrière, puis ASICS. Donc ça c'est la dernière tendance de 2021. Ensuite on fait de la prévention. Alors sur l'UTMB on fait des soins de pied et exclusivement en traitement des ampoules, des hématomes et toutes les autres pathologies dermiques du pied qui peuvent pendant la course entraîner des abandons ou générer des pathologies musculo-squelettiques. C'est ce qu'on va appeler chez nous les épines irritatives d'appui plantaire. C'est-à-dire qu'une douleur sous le pied générera une modification du pattern de course qui va entraîner d'autres pathologies. Ensuite, au niveau du cabinet, on fera de la prévention. C'est-à-dire la prévention, j'aime bien conseiller, d'ailleurs je conseille à tous mes patients, de faire des soins de pédicurie, on va dire 2 semaines avant la course, pour éviter tout ce qui est ongles incarnés, pour éviter tout ce qui est hyperkératose trop développé et les ampoules qui vont en dessous, et aussi leur conseiller un tannage, mais alors ça c'est encore plus en amont, donc là on arrive quasiment à 6 mois en avance pour faire un tannage du pied à base de jus de citron et de beurre de karité, afin de renforcer la peau et d'éviter les ampoules. Parce qu'on le sait au niveau du pied que moins on en met, type pansement, mieux c'est. En ce qui concerne les semelles, c'est pas forcément une obligation. S'il n'y a pas de douleur, je ne fais pas de semelles. Par contre, j'ai des patients qui me disent moi, avec les semelles, c'est super confort. Faites-moi des semelles. De toute façon, j'ai tellement mal au pied sur 170 km. Et dans ce cas, c'est une préférence du patient. Et dans ce cas-là, je leur fais des semelles confort pour qu'ils puissent aller courir. Donc les indications en amont d'une course, c'est avant tout la préparation du pied, en tout cas le derme, si j'ai bien compris, et éventuellement bilanter des douleurs, des plaintes particulières liées aux membres inférieurs, c'est ça ? Exactement. Alors il faut savoir que la partie la plus touchée en trail, en ultra distance, c'est la cheville, puis la jambe, le genou et le pied enfin. En musculo-squelettique. En pathologie dermique, quand on va sur une course type marathon des sables, on sait qu'à peu près 100% des coureurs vont dans la tente médicale pour se faire soigner les pieds. Donc la prévention du pied est importante. Sans forcément parler d'ultra distance, quand les patients partent en expé, donc genre en Himalaya ou je sais pas où, dans les Andes, le premier critère médical, premièrement, c'est les dents. C'est-à-dire qu'ils vont faire checker les dents, parce que s'ils ont un abcès dentaire en expé, c'est pas ok. Et le deuxième critère, c'est les pieds. Ok. Donc, pour la partie, on va dire, des auditeurs qui est pratiquant, qu'est-ce que tu pourrais conseiller comme soin de base, comme chose à contrôler avant une course, par eux-mêmes en fait? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire par eux-mêmes, comme chose simple, pour éviter les pépins le plus possible sur des courses type trail ou ultra? Ouais, tout à fait, aucun souci. Alors, premièrement, déjà, c'est connaître son matos. On doit connaître tout son matériel. Chaussures, chaussettes, sac à dos, c'est tout ce qui va pouvoir générer des pathologies. Par exemple, à titre perso, je sais que quand je dépasse 50 km, je commence à avoir des irritations, vous allez rigoler, dans l'arrêt des fesses. Donc,
Ça, je l'ai pas avant, et donc du coup, je sais quand je vais faire plus de 50 bornes, je me prépare à ça, je mets une crème anti-frottement. Pareil, au niveau des pieds, quand je fais trop longtemps, je sais où sont mes problèmes, donc du coup, j'anticipe les problèmes. Donc, connaître déjà tout son matériel, c'est indispensable. Ensuite, il faut connaître le terrain. C'est-à-dire qu'on ne peut pas préparer un pied de la même façon si on fait le marathon des sables, si on fait un trail au Costa Rica ou si on fait un trail en montagne, bien chez nous en France. Parce que tout simplement, quand on va courir dans le sable, et en fait, le sable, je peux rien vous apprendre, c'est extrêmement abrasif et ça génère quasiment, je vous l'ai dit tout à l'heure, 100% en fait de visite en tant que médical des coureurs. Et on ne peut pas générer de prévention par de la crème anti-frottement. Parce que sinon, ça fait un vrai peeling et c'est une catastrophe. Donc du coup, le traitement tannage du pied quand on va faire une course dans le sable, il prend quasiment toute l'année. Et pour justement le conseil des chaussures, c'est important à ce niveau-là de prendre 2 pointures au-dessus. Parce que vu qu'on sait à peu près qu'on aura des pansements au niveau des orteils, 2 pointures au-dessus, pourquoi ? Ça permettra d'accepter le fait de mettre des pansements sur quasiment tous les orteils. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième, quand on fait une course type, on va dire, tropicale, humide, on évite de mettre des pansements en prévention. Genre des sparadraps, des pansements collants pour éviter les ampoules. On n'en met pas parce qu'avec l'humidité, ça va rouler, ça va créer une pathologie. Donc on ne met pas de pansement quand on va courir dans l'eau, etc., etc. Quand on fait une course type montagne, c'est entre guillemets les plus simples, on évite quand même, quoi qu'il se passe, je conseillerais d'éviter des chaussures Gore-Tex, pour en revenir sur le matos en même temps, parce que du coup, le Gore-Tex ne respire pas, et ça empêchera l'évaporation de la sueur, la transpiration au niveau du pied. Sinon, avec une chaussure Gore-Tex, on va baigner dans son jus et on aura des pathologies, ce qu'on appelle la lividité systémique. En fait, c'est comme si vous restez trop longtemps dans votre bain, vous êtes tout fripé au niveau des extrémités, des doigts et des pieds. C'est pareil au niveau du pied quand on court longtemps. Et c'est très douloureux. C'est pas grave, c'est absolument pas grave, mais c'est extrêmement douloureux, sensation de marcher sur des braises et VA à 9 sur 10. Et les personnes sont quasiment obligées d'abandonner à cause de ça. Donc voilà. Et dernièrement, il faut aussi connaître la génétique. On n'est pas tous égaux. C'est-à-dire que les personnes qui auront une sudation plus importante au niveau du pied auront plus de problèmes de pied. Donc il faudra, avant de faire un tannage pour ces personnes-là, de traiter leur sudation auprès d'un podologue, soit conseil produit, soit ionophorès, qui est le fait de, entre guillemets, je vais être péjoratif, de griller les glandes sudoripares avec du courant électrique. Donc ça, c'est les cas extrêmes. Je mettrai 2 cartons rouges sur des pratiques, et ça, j'y tiens. La première, donc, on ne met pas de sable quand on va courir, on ne met pas de crème anti-frottement quand on va courir dans le sable. Je vous laisse imaginer ce que ça peut donner. Et la deuxième, on ne met pas de pansement hydrocolloïde en prévention d'ampoule. Donc pour pas citer une marque, pansement hydrocolloïde, est-ce que tu peux expliquer à quoi ça correspond ? Alors je ne citerai pas de marque parce que je n'ai pas le droit, c'est un pansement double peau. Tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le mécanisme d'ampoule se fait comment ? Il se fait parce qu'on a un frottement du pied contre une surface. Ça frotte, ça fait une ampoule. Basta. Quand on met un pansement hydrocolloïde en protection, ça glisse sur le pansement. Très bien, quand on va jouer au golf, c'est parfait. J'ai rien contre les golfeurs, c'est une très bonne activité. Mais quand on va courir à peu près pendant, 35 heures en montagne, le frottement va quand même se faire au travers de ce pansement. Et on aura quoi ? On aura une ampoule qui va se faire sous le pansement. Donc 2 situations vont se profiler. Soit, quoi qu'il se passe, pour traiter l'ampoule qui fait très mal sous le pansement, il faut enlever le pansement hydrocolloïde. Et du coup, on arrache la peau et je vous laisse un peu imaginer le carnage. Soit, en fait, l'ampoule se propage et déborde du pansement hydrocolloïde. Et ça, on en voit énormément. Et là, en fait, on peut avoir jusqu'à un scalp du pied. Et là, c'est pareil, je vous laisse un peu l'image. Si vous voulez, vous pourrez partager... je vous donnerai des photos, vous les partagerez sur votre page Instagram. Des illustrations. Alors, oui, du swimrun, parce que tu vois, c'est une activité émergente, et là, ça me fait penser à ça. Et je connais pas tellement la chaussure en swimrun. Est-ce que tu as des comment dire, des idées, pas des idées, mais est-ce que tu as des notions de comment ils développent les chaussures, comment on peut choisir la chaussure, quels critères sont importants à tes yeux ou sur
Preuve qu'on... Swimrun, pour définir le swimrun, c'est on court avec une combinaison néoprène et on nage avec le basket au pied. Donc en fait, c'est pas comme un triathlon où chaque épreuve sont bien séparées. Là, on va faire 2 km de course à pied, 200 mètres de natation, on retourne courir 3 km, on retourne nager et ainsi de suite jusqu'à 40, 50 transitions. Donc on court avec la combinaison en néoprène et on nage avec les baskets. Moralité, quand on sort de l'eau, il faut pas que toute l'eau reste dans la chaussure. Donc il faut que quand on pose le pied au sol, toute l'eau s'échappe directement de la chaussure. Donc il faut la chaussure la plus respirante possible. Pareil, si vous avez une chaussure qui est un peu trop étanche, un peu trop imperméable, quand vous allez nager, ça fera une enclume. Donc vous allez couler. Donc il faut absolument avoir des chaussures le plus respirantes possible. Juste une information, pareil, pour pas citer de marque, il y a des chaussures qui ont des semelles assez épaisses. Et on sait que les semelles épaisses, ça peut flotter. Donc il y en a certains qui utilisent ces chaussures-là pour flotter plus facilement au niveau des pieds. Dans le swimrun, ils sont à fond sur tout ce qui est Vivo Barfoot. C'est la marque, désolé, je cite, j'aurais pas dû, une marque minimaliste, parce qu'ils sont juste sponsors. Après, ça tire quand même pas mal sur les mollets. Entre le battement de jambes plus le fait de courir, je suis pas un grand fan. J'aime bien avoir mon petit drop de 6 à 8, notamment sur des longues distances. Mais le critère numéro 1, c'est la respirabilité de la chaussure. À l'image de ce que tu as expliqué tout à l'heure par rapport à l'utilisation du Gore-Tex en milieu humide, pour les trails, c'est ça? Non, mais exactement, le Gore-Tex, ne jamais mettre de Gore-Tex sur une chaussure quand on va courir. Ça sert à rien du tout. Mais rien. À part générer des pathologies. Tout le monde va dire, ouais, quand tu vas faire ton petit footing dans l'herbe, t'as pas le pied mouillé. Qu'est-ce qu'on s'en fout d'avoir le pied mouillé? C'est pas grave. Surtout vu la transpiration au bout d'un moment. Ouais. Exactement. Hein. D'ailleurs, je conseille à mes patients, quand ils ont un cours d'eau ou qu'il y a une flaque d'eau, même en entraînement, de jamais éviter la flaque d'eau. Ça renforce le pied, de courir le pied mouillé en entraînement. Le jour J où on se prend des trombes d'eau, je me rappelle, très des Glières, on s'est pris quasiment 7 heures de flotte sur la tête. TDS 2012, on s'est pris 12 heures de flotte sur la tête. Si on s'entraîne pas un minimum les pieds humides, quand on arrive le jour J, le pied n'accepte pas. Hein. Donc il faut courir avec des pieds et des chaussettes humides. Et même si c'est humide, très rapidement en fait la chaussure sèche. Plus en fait la chaussure est respirante, plus ça sèche vite. Donc ça sert à rien de se priver. Bon, par contre derrière la chaussure elle pue vraiment. Donc il faut bien la nettoyer. Et la respirabilité de la chaussure dépend de quoi? Du mesh, de la semelle, de tout ça en la fois, du lassage, de quel... Du mesh, que du mesh. Du mesh, et s'il y a beaucoup d'inserts en TPU, pour maintenir la chaussure, ça va altérer la respirabilité. Donc en fait, il y aura une problématique entre respirabilité de la chaussure et maintien en courant. Plus une chaussure maintient un pied, plus il y a des mains. Maintenant, ils font pour alléger la chaussure, ils font pas mal d'inserts thermosoudés avec du TPU, mais ça respire pas. Donc le mesh, en fait, la qualité du mesh est importante. Salomon a développé des chaussures justement avec des aérations sur le devant pour justement que ça s'évacue. Ok. Qu'est-ce que tu as vu comme évolution concernant les technologies justement sur les chaussures de trail lors des dernières années? Alors ça peut être évolution de matériaux, ça peut être évolution sur la forme de la chaussure, sur les poids de chaussures, leur aspect déformabilité. Qu'est-ce que tu as vu comme évolution lors de ces dernières années? Alors les évolutions les plus importantes, ça sera pour moi ce qui m'intéresse, et comme beaucoup de coureurs, c'est le poids de la chaussure. Une chaussure qui pèse 400 grammes sur 160 km, c'est une horreur. Une chaussure qui en pèse 300, ça va déjà un peu mieux. Et on sait très bien que 100 grammes de moins au niveau du pied, c'est 1% de consommation d'oxygène en moins. Autant ne pas se priver. Donc, les évolutions majeures, là, il y a North Face qui a sorti une chaussure avec une lame de carbone à l'intérieur, un peu tendre, avec un mode un peu oversize, qui est aussi une évolution amenée par Oka en 2009. L'oversizing.
et le rock ring. Le rock ring, c'est avoir une semelle un peu en forme de rocking chair. Plus une chaussure est épaisse, en fait, moins elle se déforme en flexion au niveau des métatarses, et plus il faut générer une géométrie de semelle en rock ring. Donc North Face, qui a créé cette chaussure avec une lame de carbone à l'intérieur qui est assez souple, a généré un système de rock ring pour justement avoir une certaine souplesse, un certain déroulé de pas. Après, les études nous ont montré que les lames de carbone sont efficaces quand on court à 17 km/h. Concernant la consommation d'oxygène, c'est ça? Ouais, en rapport avec la consommation d'oxygène. C'est-à-dire que si on court en dessous de 17 km/h, en fait, on consomme plus d'oxygène avec une chaussure comme ça qui est raide. Si on court au-dessus de 17 km/h, cette chaussure commence à devenir avantageuse. Ok. Quand on voit que François court à peu près François Daen gagne l'UTMB à 8,5 km/h, on se pose la question. Ouais, ça n'a pas forcément d'intérêt, ça serait plus éventuellement plus pour des courtes distances où la vitesse est plus élevée. Exactement, en plus pour des courtes distances ou des trails très roulants. Mais même en kilomètre vertical, ça n'a pas lieu. Une kilomètre vertical, c'est une montée sèche, ça n'a pas tout à fait d'intérêt. Donc ça, c'est l'évolution. Oka a amené le côté donc oversize en 2009 en plein essor minimaliste. Ça c'est la beauté du monde en fait, c'est quand on nous montre une voie, le minimaliste, il y a toujours une voie opposée qui va se créer, le maximaliste. Je suis ni pour l'un ni pour l'autre, je suis pour personne, je suis pour tout le monde. Du coup, Oka est arrivé et Oka en 12 ans a tout chamboulé les codes, a tout perturbé dans le monde du trail, et maintenant Oka est devenu leader du marché dans le monde du trail running. C'est juste un truc de dingue. Au même titre que Nike a complètement éclaté les codes avec les lames de carbone pour le haut niveau en 3 ans. Qu'est-ce que tu crois que les gens recherchent lorsqu'ils se tournent vers Oka en termes de choix de chaussures aujourd'hui, hein? Le concept de l'amorti. Je pense que c'est ça qu'ils recherchent. D'ailleurs, c'est ce que vendent les magasins. C'est le concept de l'amorti. On sait très bien qu'une chaussure n'amortit pas. Une chaussure absorbe, filtre les impacts, mais n'amortit pas. Et on le sait très bien d'ailleurs que quand on met une chaussure plus amortissante, enfin, je mets des guillemets à chaque fois, je vais dire amortissante, quand on met une chaussure plus amortissante, avec des guillemets, cela génère une force d'impact plus importante au sol. Donc ça, c'était une première chose. La deuxième, en fin de course, quand on court un UTMB ou une course d'ultra-endurance, peu importe, on s'en fiche, le coureur est assez fatigué et du coup il a une foulée très rasante et il cherche dans la Oka un certain confort au niveau du pied. Et là je le conçois. J'ai des amis qui font le Tour des Géants, qui est une course qui fait 300 km, ils me disent voilà, j'ai les Oka, c'est fait pour faire les 100 derniers kilomètres parce qu'à la fin je sais que j'ai super mal aux pieds, ça me fait juste du bien aux pieds. Donc la vie est une balance et il faut toujours peser le pour et le contre quand on fait quelque chose. À la fin d'une course, les coureurs ils ont tellement mal aux pieds que du coup ils vont sûrement se diriger vers des chaussures qui leur permettront de moins avoir mal aux pieds. Puis ça doit aussi être lié aux stratégies mises en place par les coureurs par rapport aux compétitions. C'est-à-dire entre les minimalistes, maximalistes, ils ont peut-être des stratégies aussi sur leur gestion de la course qui est différente. C'est peut-être des coureurs un peu différents sur la manière de gérer le trail. Ouais, bon alors après, faut savoir quand même qu'une chaussure enfin, on va pas parler de minimaliste parce que je suis pas spécialement pour en montagne. On en reparlera peut-être un petit peu après, j'expliquerai pourquoi. J'ai encore eu le cas hier d'une patiente qui s'est pointée avec des pompes minimalistes et on en verra tout à l'heure. Donc pour une chaussure, on va dire semi-minimaliste sur une ultra distance, c'est pareil, c'est des chaussures qui demandent beaucoup d'énergie, beaucoup de ce qu'on appelle de pied. Et c'est une structure qui se fatigue assez rapidement. Et j'ai pas mal de patients, je leur dis mais je te déconseille de partir avec des chaussures comme ça, prends des chaussures plus traditionnelles pour du long. Et ils m'ont pas écouté, et puis très rapidement ils sont passés à de la chaussure un peu plus standard, parce qu'ils disaient on peut plus encaisser la foulée. C'est-à-dire que la chaussure est trop exigeante, et passer on va dire une distance de 50 km, ils me disaient je ne peux plus encaisser la foulée, j'ai les pieds défoncés. Donc c'est toujours une histoire de balance, je le dis. Est-ce qu'il faut partir avec une chaussure fine ou est-ce qu'il faut partir avec une chaussure plus épaisse ? Je pense que il faut trouver son juste milieu. Si dans la vie de tous les jours tu cours avec une chaussure qui fait à peu près 4 de drop, tu pars avec une chaussure qui fait 6 de drop, ça te fait déjà un petit confort. Moi en permanence au quotidien je cours avec du 6
Et je aussi, quand je suis fatigué, je mets du 8 et quand je suis péchu, je vais mettre du 4. Mais je vais faire mes swimruns avec une chaussure qui fait 6 de drop, ça me va très 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 bien. Il y a d'autres critères que l'amorti sur une course de trail, ça sera l'accroche et l'adhérence. Et c'est bien plus important que l'amorti. Si on a une chaussure qui n'adhère pas ou qui n'accroche pas, donc ça va faire entraîner quoi? Ça va entraîner des stratégies de peur et d'évitement. C'est-à-dire qu'on aura peur à la descente et on va pas développer une bonne foulée. Ça sera pas ok. Il va se passer quoi? On va développer des pathologies à cause du matériel. Donc le critère accroche et adhérence quand on court en trail, en montagne, c'est hyper important. Et là, j'en reviens à la personne qui courait justement en chaussures minimalistes sans aucun crampon. C'est des chaussures qui ont une forte adhérence. Si on se rapproche aux chaussons d'escalade, ils n'ont pas de crampons, ils adhèrent très bien à la paroi, mais ils n'ont aucune accroche, ils n'ont pas de crampons. Il se passe quoi? Cette personne, elle s'est pris un mauvais temps, un grain sur le marathon du Mont Blanc. Et à la fin, elle m'a dit, mais j'ai souffert, j'arrivais plus à tenir, je glissais dans tous les sens, c'était un problème. Et elle dit, à la fin, j'avais les jambes explosées. Je lui ai fait, en fait, vous n'avez pas géré votre course correctement, parce que ce mauvais temps était annoncé et vous aurez dû prendre des chaussures adéquates. Moralité, elle s'est mise en danger. La règle numéro 1, quand on est en montagne, qu'on court en montagne, c'est avoir une capacité à descendre très rapidement de la montagne. Et si, en fait, nos chaussures nous empêchent de faire ça, c'est pas ok. Ma femme, elle s'est entraînée pour faire la CCC, elle a fait la reconnaissance du parcours. Et sur une partie, je suis allé la chercher, donc je suis monté vers elle. Et là, j'ai vu 2 randonneurs qui avaient un gros sac à peu près de 15-18 kilos en Merrell Glove. Donc, aucune des chaussures de route. Et il pleuvait des cordes. C'était un champ de boue. Et je vous promets, les personnes, je crois qu'ils descendaient à 4 pattes. C'en est dangereux. Et on ne peut pas... c'est la sécurité, donc je ne suis pas pour partir en chaussures minimalistes en montagne. Si on se prend le mauvais temps en montagne avec la neige, si on se prend la boue, en fait, on n'a aucune capacité à descendre rapidement et à se mettre en sécurité. Donc là, c'est plutôt ce message-là que je veux passer, sans forcément partir sur de la chaussure montante, mais de la chaussure de trail structurée avec de l'accroche et de l'adhérence qui vous permettra justement de vite vous échapper d'une situation délicate. Alors, il y a l'aspect sécuritaire qui est hyper intéressant et que j'avais pas du tout en tête. Et puis, tu as évoqué autre chose, c'est que il y a un modèle qui est très connu, qui est cette échelle maximaliste-minimaliste, qui est, on va dire, très utilisée par une école, on va dire. Et ce qui est intéressant dans ton propos, et je te rejoins complètement là-dessus, c'est qu'en fait, dans cette chronologie, on va dire, dans ce modèle, en fait, il y a des caractéristiques qui sont intéressantes à utiliser et qui existent à la fois dans le maximaliste et dans le minimaliste. Par exemple, la légèreté fait partie de ces caractéristiques qu'on retrouve à droite et à gauche dans cette ligne, quoi. Et donc, c'est intéressant, selon toi, et je crois selon la littérature aussi, en fait, de rechercher quels critères nous intéressent par rapport à nos objectifs finalement et comment est-ce qu'on choisit notre chaussure. Si je suis bien. Exactement, si tu veux faire de la performance, tu sais quelle chaussure acheter maintenant, c'est plus compliqué. Si tu veux faire de la montagne, tu sais quelle chaussure acheter. Si tu veux courir au naturel, tu sais quelle chaussure acheter. Donc en fonction de ce que tu veux faire, de tes objectifs, de tes motivations, mais ça c'est un choix qui t'est propre. Mais quand on fait du trail et de la longue distance, il y a un choix aussi, il y a un critère sécurité. Et celui-là, faut pas le louper. Je me rappelle il y a 2 ans, à Arnouva sur l'UTMB, il partait pour faire le Grand Col Ferret qui est à 2600 mètres, un peu moins. C'est le point culminant de la course. Et en fait, les médicaux, médecins, kinés et podos faisaient le tri des personnes qui pouvaient monter et qui ne pouvaient pas monter. Ils ont empêché de faire partir des coureurs qui étaient en sandales. Les gens, ils pensent qu'en montagne, on peut se balader en sandales avec 10 cm de neige. Oui, il faut bien préciser que là, c'est pas l'aspect courir léger ou courir naturel ou quoi qui est en question, c'est vraiment l'aspect sécuritaire que tu soulignes. C'est l'aspect sécuritaire. C'est clair, quand on va en montagne, faut pas se mettre en danger. C'est juste ça. Enfin, tu mets toutes les chances de ton côté pour pas avoir à faire appel à une tierce personne pour venir te sauver. Le but de la montagne, c'est quand tu te prends un orage, faut être capable de redescendre rapidement. Donc, ou capable de te protéger. C'est pour ça que les randonneurs, ils ont un gros sac parce qu'ils vont pas forcément vite et ils se protègent. Je connais mes capacités à descendre. Je peux faire 1000 mètres de dénivelé quand je suis en forme en 30 minutes. 1000 mètres de dénivelé négatif en 30 minutes. Donc je sais que quand je vois l'orage qui arrive, je peux être rapidement en bas.
c'est indispensable. En parlant de matériel, pardon, je change de sujet, je fais un saut de puce, mais est-ce que tu as une idée? On a souvent cette question au cabinet, enfin, je sais pas pour toi Laurent, mais de l'apport des bâtons, alors soit en termes d'économie de course, soit en termes de travail musculaire. Est-ce que tu as une idée de l'apport sur des phases ascendantes ou descendantes des bâtons en course? J'ai pas de chiffres. Je connais bien Jules-Henri Gabiou là, qui vient de remporter la PTL avec son frère. Ils disent que c'est à peu près 20%. J'ai pas de chiffres. Clairement, quand tu es fatigué, je cours sans bâton jusqu'à peu près 30-35 km. Et passé cette distance-là, je mets les bâtons. Et en fait, tu deviens à 4 roues motrices. Tu utilises tout ton corps. Tu plantes, quand tu es fatigué et que tu n'as plus de jambes, tu plantes tes bâtons, tu mets en tension ta sangle abdominale, le corps système, et bim, tu montes, tu deviens un vrai 4 roues motrices. En descente, quand tu es fatigué, ça te permet d'amortir. Le plus important restera quand même une très bonne préparation physique. Alors, il faut savoir quand monter, quoi qu'il se passe, on monte. On débranche le cerveau, on pose, même si on monte lentement, on monte. En descente, c'est pas la même. C'est là où il y aura toutes les pathologies. Parce qu'il faut lutter contre une force qui s'appelle la gravité. Et en luttant contre la gravité, si on n'a plus la ressource pour avoir un déroulé fluide, qu'est-ce qui va se passer? On va impacter et on va rigidifier le système. C'est-à-dire qu'on va tendre la jambe, poser le talon et avoir la fameuse attaque talon, extension de genou qui est absolument néfaste. Mais du coup, les bâtons peuvent aider à ce moment-là. Ok. Laurent, est-ce que tu as... Moi, la partie qui m'interroge plus, c'est plus sur le suivi, donc on a commencé à aborder tout à l'heure, sur les mesures pour le suivi, en fait, pour voir à partir de quand, enfin, quelles mesures tu vas prendre pour, par exemple, mettre en évidence des facteurs de risque, autres que ceux dont on a parlé, c'est-à-dire le type de chaussures, etc. Est-ce que dans les mesures que tu fais sur les patients, il y a vraiment des facteurs que tu surveilles de près parce que dans ta pratique, en tout cas, tu les as identifiés comme des facteurs de risque importants de blessures à venir pour les sportifs? Alors quand tu suis un coureur d'ultra, en fait, il faut que tous ses voyants soient ouverts quand il part. Il peut pas partir avec un point d'interrogation. Le matériel en fait beaucoup partie, parce qu'à un moment ou un autre, on a une grosse fatigue, donc on se repose sur le matériel quand même. C'est bâton, chaussures, un sac à dos. Si le sac à dos n'est pas au top, c'est un problème, ça crée des irritations dans le dos, c'est une abomination. Tout doit être optimum, on doit tout connaître son matériel. Au niveau du coureur, qu'est-ce que je regarde? Je regarde surtout quelle est la ressource, qu'est-ce qu'il a comme ressource au fond de lui. Donc son capital sommeil, il va déjà passer une nuit dehors. Donc là, je revois des patients, ils ont fait la PTL, ils renchaînent derrière dans une semaine, même pas, le Tour des Glaciers. Donc ils viennent faire 300 km et là ils renchaînent sur 450 km. C'est quoi le premier critère que je vais regarder? En fait, c'est sa capacité, et d'ailleurs je lui conseille, c'est un expérimenté, mais sa capacité à récupérer. Comment il se sent lui et comment il va récupérer d'une telle course. Donc le sommeil, c'est hyper important, c'est même la base, et surtout leur dire qu'il faut s'arrêter pour courir. On le sait maintenant que avoir des hallucinations quand tu fais des longues distances, c'est pas bon. Il faut s'arrêter, faire des power maps et repartir. Ensuite, on va regarder tout ce qui sera proprioceptif. Les mobilités de cheville. On sait que les chevilles, c'est ce qui prend le plus. C'est la première structure, pieds et chevilles en contact avec le sol, les cailloux. Donc tout de suite, je regarde énormément les mobilités, je travaille beaucoup les chevilles et je bosse beaucoup sur ce qu'on appelle les syndromes de compression. Alors qu'est-ce que c'est que les syndromes de compression? En fait, c'est des tissus qui vont comprimer les structures nerveuses, tout simplement. Et quand un nerf est comprimé, le syndrome le plus connu, c'est le syndrome de Morton. C'est pas le névrome de Morton. Un névrome de Morton, c'est quoi? C'est objectivable à l'imagerie. Le syndrome de Morton, on a exactement les mêmes douleurs sans l'imagerie. Donc ce syndrome de Morton, c'est un syndrome de compression. Il y en a plein d'autres. On a le jogger foot, on a le Baxter, on a le Joplin. On a tout un système au niveau du pied de compression neurale. Et ces syndromes de compression, quand un nerf est comprimé, en fait, il donne une information altérée où ça recrute moins de fibres musculaires, donc du coup le geste est altéré. Et ça va impacter immédiatement le genou ou une hanche. Tu vas adapter du coup. Exactement. Donc du coup là je vais regarder et c'est quelque chose que très peu de personnes font.
Donc je regarde et je check ces fameux syndromes de compression, je les libère, je travaille les mobilités du pied, et derrière, on voit si ça normalise le test. Je mets en évidence ces syndromes par ce qu'on appelle le standing heel rest test, qui est un test qui permet d'objectiver la force pure du pied. Et si mon test est amélioré ou normalisé après mes manips ou après les semelles, donc pour moi c'est banco. Alors à savoir que s'il n'y a pas de pathologie, je fais pas de semelle avant une course. Par contre, s'il y a une pathologie, je peux faire une semelle la veille de la course, ça me dérange pas. Est-ce que tu testes toute la chaîne cinétique, c'est-à-dire tout le membre inférieur en dynamique, ou est-ce que tu testes de manière analytique la cheville, le genou, avec des tests particuliers comme le test d'élévation du talon là, dont tu as parlé? Alors, en fait, tout dépend de qui il a vu comme professionnel de santé. S'il me dit j'ai vu kiné, ostéo, etc., moi je vais me focaliser sur ma partie à moi. Je vais faire du podo-podo. Par contre, je vais pousser l'analyse à fond. Et donc, je travaille vraiment tout ce qui est structure pied. Après, tout dépend aussi. Si je le vois juste avant la course, je vais pas m'amuser à regarder toutes les entrées, à le perturber dans toutes ses entrées, parce qu'en fait, il a fait tout son entraînement de cette manière. Par contre, si je le vois en hors saison, on peut commencer à travailler plus sur la posture globale, avec kiné, avec ostéo, pour travailler, renforcer. Donc tout dépend à quel moment tu vois ton coureur. Donc du coup, mais le fait de changer la semelle vraiment 2 jours avant, il y a quand même potentiellement un risque de changer quand même énormément de paramètres sur la foulée, sur le ressenti du patient. Généralement, je change pas la semelle 2 jours avant, sauf si la semelle est trop vieille. Ça m'est déjà arrivé, mais qui arrive le matin même du départ d'un 300 km, qu'il fallait changer la semelle. Je lui ai demandé une décharge. Il m'a rappelé, il m'a dit j'ai eu aucun problème, c'était nickel. Je suis ok, d'accord. Donc ça me dérange pas de changer la semelle s'il y a une demande. Si la personne vient avec une douleur la semaine avant, s'il a, je sais pas moi, un syndrome fémoro-patellaire, s'il a un TFL, s'il a un problème du tendon d'Achille, ça me dérange pas de lui faire des semelles une semaine avant la course, parce qu'il y a un motif de consultation. Le motif de consultation, c'est une demande. S'il n'y a pas de demande, si le mec va bien, ou la nana, je ne fais absolument rien du tout. On parle, on regarde les mobilités, on check tout ça. Je vous dis, moi je fais pas mal de thérapie manuelle du pied, on fait aussi pas mal des exercices de pied. Bon, d'une semaine avant, ça sert pas à grand chose, mais on réconforte. Parce qu'il faut savoir qu'avant ces courses-là, on a les douleurs psychologiques qui apparaissent. D'un coup, boum, tout le monde a mal partout. Mais ça, c'est 100% psychologique. Et ceux qui courent des longues distances, ils le savent. Comment est-ce que tu crois que les pratiques en podologie évoluent, justement? Est-ce que vous êtes plus... Enfin, je dis vous êtes plus la même, c'est un jugement, comme si avant c'était pas le cas, mais est-ce que les podologues sont formés à la prise en charge de ce type de douleur, qu'on pourrait classifier en douleur nociplastique, ou enfin, peu importe, non liée à une atteinte structurelle en tout cas? Est-ce que la podologie s'est adaptée à ça? Est-ce que les modèles évoluent? Est-ce que tu peux nous présenter un peu l'évolution des outils, des modèles explicatifs, voilà. Alors, tout à fait, actuellement la podologie est en pleine évolution. Alors déjà, on essaye beaucoup de podologues ont déjà changé de technique de confection de semelles. On n'est plus sur la semelle cuir, latex, liège, c'est un peu has-been tout ça. Maintenant, on est quasiment, pas tous, on a toujours des personnes qui vont rester dans ces vieux démons, mais pour les sportifs, les semelles thermoformées commencent à prendre le pas. Et avec une bonne connaissance des matériaux, c'est qu'une semelle, déjà, si on met des mauvais matériaux, on met un EVA, ça frotte, on peut générer des ampoules, on met un PE, ça frotte plus, du coup on n'a plus d'ampoule. C'est aussi simple que ça. La semelle doit être complètement adaptée au volume chaussant du pied, on est bien d'accord. Si c'est pas adapté, ça crée des pathologies, donc c'est important. S'il y a des personnes, des coureurs qui nous écoutent, si vous faites des semelles, il faut que la semelle soit pile poil pour la chaussure de course à pied et non pas pour la semelle de foot ou de je sais pas trop quoi. Donc ça c'est très important. Après l'évolution en termes de pratique, la podologie a pas mal évolué depuis 10 ans, notamment avec l'arrivée du taping, avec l'arrivée aussi de la thérapie manuelle, tout ce qui est membre inférieur. Et maintenant, on a depuis début de l'année, là, je crois. Début d'année, on a un nouveau champ de compétences, on a un nouveau décret avec une lettre, une cotation sécurité sociale sur la rééducation du pied post-chirurgie au niveau de l'avant-pied. Donc on peut prendre de la rééducation du pied, nous les podologues.
Et donc du coup, on conseille par là même tout ce qui est renforcement et rééducation du pied. Donc, je conseille, tous mes patients repartent avec des petits exercices de pied, et des intrinsèques et des extrinsèques du pied, en plus de la semelle ou en plus du travail que je vais faire sur le pied pour libérer le pied, pour recortiquer, on va dire, le pied. Alors, on n'est pas encore à Blur, par contre, sur tout ce qui est les douleurs nociplastiques, etc., etc. On commence à s'y intéresser tout doucement. C'était pas on va dire pour l'instant, c'est encore quelque chose de nouveau pour nous, la prise en charge de la douleur. Mais ça va tout doucement y arriver. Ça marche. Et du coup, niveau technologique, il y a utilisation ou pas de choses pour la proprioception Il y avait eu pas mal de travaux de rôle, notamment sur les vibrations pour travailler la proprioception des tendons, des choses comme ça. Est-ce que c'est utilisé ou pas Exactement, alors ça c'est toute la partie posture de la podologie où moi je suis formé. J'ai un diplôme interuniversitaire de posturologie clinique. J'ai fait plusieurs années de formation privée en posture. Plusieurs années de formation dans un institut privé sur la posture, où on utilise des petits éléments maximum de 3 mm justement pour éviter de saturer les capteurs. On va osciller entre 2 et 3 mm. Alors il faut savoir que pour le sportif, quand on court en descente, tout ça en fait, toutes ces cartes sont un peu rebattues. C'est des principes qui sont faits surtout pour on va dire le quotidien ou des personnes qui auront des lombalgies chroniques. Ça sera pris en charge. Et même maintenant, je sollicite de plus en plus mes patients à faire des activités physiques ou même dans ma pratique, je prends beaucoup plus en charge les modèles psychosociaux de la douleur. Donc ça, c'est quelque chose qui est très peu connu, je sais, en podo. Le fait de parler beaucoup avec Fabienne Cherdo, qui elle côtoie beaucoup Laurent Fabre, m'a permis d'évoluer à ce niveau-là. Et du coup, il y a des facteurs psychosociaux que tu suis de près au niveau des coureurs, auto-efficacité ou appréhension de certains mouvements, des choses comme ça, ou avec des questionnaires, Oui, notamment alors je fais pas trop de questionnaires, mais notamment surtout sur des peurs du mouvement ou peur de dépasser un peu ses limites en disant est-ce que je suis capable de faire ça. On leur dit que le corps est tout à fait capable. Surtout notamment pour la descente. Les gens, des fois, après une pathologie, une entorse, ils ont peur d'engager. Il faut engager le buste pour descendre. Sinon, qu'est-ce qui se passe si on a le buste derrière les pieds? Alors, ça dépend du pourcentage de déclivité, on est bien d'accord. Si on a le buste derrière les pieds, on freine en permanence. Par contre, sur une descente modérée, il faut engager la descente et augmenter la cadence de pas. Pour ça, faut ne pas avoir peur, faut avoir confiance dans ses appuis, confiance dans ses chaussures. La peur de l'évitement sera aussi avec, donc on a parlé de la technique, la force et la proprioception. C'est-à-dire que s'il ne ressent pas correctement, on va dire, l'information pied-sol, il va commencer à développer des systèmes de peur. S'il a moins de force, il va aussi développer des systèmes de peur. Donc, du coup, il faut tout recadrer et tout remettre un peu en phase. On a mis au point avec Clément Potier, qui est mon associé chez Forfoot Solutions, du groupe Socratique, sur justement les mécanismes de peur et d'évitement dans le monde du sport. Donc la douleur en fait partie, les facteurs psychosociaux en font partie, comme pourquoi tu vas courir une longue distance, tu vas t'abîmer. En fait, non, tu vas pas plus t'abîmer que ça, il n'y a pas plus de retour sur les pathologies en longue distance pour le moment. Les techniques, la mauvaise technique, ça c'est clair, si tu cours pas très bien, si tu as une mauvaise technique en descente, tu peux facilement impacter les genoux. On le sait. La force qui est en relation avec la proprioception. Donc une proprioception trop faible va altérer rapidement la force, et le manque de force va altérer aussi un peu la proprioception. Et les deux sont chapeautés par la fatigue. Et à la fin, donc là, quand tu es fatigué vraiment sur une course, quand tu seras vraiment fatigué, il va se passer quoi? Tous tes mécanismes proprioceptifs et de force vont être altérés, qui va impacter la technique. Et derrière, à la fin, tu as le matériel. Le matériel, souvent, on met ça en premier du panier, mais c'est pas forcément le premier, c'est plutôt le dernier du panier. Et qu'est-ce que tu penses du travail en imagerie mentale, justement, pour ces appréhensions-là, d'essayer de visualiser les situations à risque et d'essayer de se projeter dans des situations où, du coup, c'est plus sécurisant, et puis surtout avec une issue où la blessure n'arrive pas, pour rassurer peut-être le patient sur le risque de se reblesser.
Alors ça, je le fais pas trop avec mes patients. Je le fais plus avec mes mamies, mes petites mamies avec qui on a interdit de trop faire d'activité parce qu'elles ont de la gonarthrose. Là, je leur dis non, le corps est fort, et donc je leur dis qu'elles peuvent aller courir, donc je leur fais je les mets dans le contexte. Pour les coureurs, pour mes coureurs, je leur demande de recourir à un niveau beaucoup plus faible que ce qu'ils avaient avant, pour se remettre en confiance, de re-rentrer dans leur zone de confort. Ouais. Et de cette manière, parce qu'ils vont rien mentaliser, on le sait, certains vont le faire, mais d'autres ne le feront pas, mais de leur faire vivre l'expérience, les remettre dans une zone de confort où ils peuvent justement repratiquer sans douleur, et ben leur redonnera de la confiance. Ça leur fait re-expérimenter quelque chose de positif, quoi. Exactement. Toujours revenir sur un côté positif de la chose. Donc avant de repartir sur une blessure, commencer au retour de blessure par une surface plane, un peu technique, et puis tout doucement on augmente la technicité de plus en plus pour à la fin faire une descente avec des cailloux infâmes, et puis reprendre de la confiance sur la partie les plus technique. Mais si d'entrée de jeu on attaque par les plus techniques, ils n'auront jamais confiance et ils auront toujours peur. Est-ce que tu peux, selon leur pathologie passée ou actuelle, pour redonner confiance et aussi pour réexposer à certaines contraintes, proposer des modifications techniques de cadence, de gestuelle, voilà. Est-ce que ça t'arrive de faire ça ? Complètement, en fonction des pathos, déjà on peut jouer sur la cadence. Alors on le sait qu'une cadence élevée va mettre en tension les chaînes musculaires postérieures, une cadence plus lente va mettre en tension les chaînes musculaires antérieures. Donc rien que sur ce constat-là, déjà, on peut modifier la cadence. La deuxième, c'est qu'on peut aussi jouer sur la foulée. Une foulée talon va impacter genou-hanche, une foulée avant-pied va impacter pied, cheville, tendon d'Achille. Donc c'est pareil, en fonction des zones de douleur, on aura quelques conseils de foulée. En descente, je conseille quand même de manière assez systématique, d'autant plus si c'est technique, d'avoir une foulée plutôt légère et plutôt avant-pied. Je m'exprime. Quand on descend les escaliers, alors je reviens, on va couper. En descente, je conseille plutôt à mes patients d'avoir plutôt une foulée légère et avant-pied avec une cadence de pas assez élevée aussi. Alors pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que quand on fait des grands pas en descente, on ne va pas gérer la pose du pied au sol. C'est-à-dire que l'attaque du pied au sol va être trop rapide et l'impact va être trop violent. Du coup, ça va trop impacter le système. On va faire une petite image. Quand vous descendez les escaliers, quand vous descendez les marches une par une, on peut aller très 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 vite et faire une dizaine d'étages en descendant très très vite, en enchaînant les marches une par une. Si on les descend deux par deux, ça devient tout de suite un peu plus compliqué. Pour avoir une vitesse assez importante et être efficace, on pourra le faire sur beaucoup moins de temps. Si on le descend 3 par 3, là ça devient quasiment impossible dans le sens où on ne sait plus, le cerveau n'arrive plus à savoir où le pied va poser. Quand le pied va poser, l'impact sera tellement fort que ça va demander à l'organisme de stabiliser un impact trop important. Ça va faire mal aux structures, donc du coup c'est pas ok. Donc la cadence, on va dire qu'en descente, la cadence de pas élevée, pose avant-pied sera importante. C'est quand c'est technique. Quand c'est trop raide, quand c'est vraiment trop raide, on passe sur un autre système, on passe sur un système de double appui. Quand c'est trop raide, on va passer sur un système où on aura une marche rapide, c'est-à-dire on aura le talon qui va toucher le sol avec le pied en amont qui sera encore en contact avec le sol. Et là, on n'est plus sur un système de course, mais un système de marche qui sera musculairement beaucoup plus efficace. Pour ça, il faut des grosses cuisses, quand même. Faut être un petit sanglier. Voilà. C'est les deux critères de foulée que je vais conseiller de manière assez systématiquement à mes patients. En montée, c'est pas compliqué. Tout le monde court avant-pied. Si tu poses le talon en montée, c'est qu'il y a un petit problème neurologique. Sauf avec les bâtons, on peut poser, on pose le pied plus à plat. Mais en montée, on est avant-pied. Et sur le plat, on court comme on a envie de courir. Tout simplement, on va courir pour soulager. Si tu as mal au tendon d'Achille, tu vas dérouler, talon, plan de pointe. Si tu as mal au genou, peut-être un peu plus de cadence, et ainsi de suite. Courez comme vous avez envie. D'où l'importance de la technique et de la polyvalence dont on avait parlé avant.
Exactement, on a commencé par la polyvalence avec Marlène, on est en plein dessus. Faut savoir que par contre en descente, c'est à ce moment-là que ça tire le plus sur le genou, syndrome fémoro-patellaire, syndrome rotulien, on est en plein dessus. Donc du coup c'est là où il faut conseiller des techniques de cadence assez élevées. On prend l'opposé, le randonneur qui marche très lentement en descente, qui retient absolument son poids et le gros sac à dos qu'il a dans le dos, avec des chaussures assez rigides. À la fin de toutes les randos, il va dire oula, j'ai très mal au genou, c'est très compliqué, j'ai besoin des bâtons. Il faut juste lui dire de virer un peu tout bordel qu'il a dans son sac à dos, de mettre des chaussures un peu plus type course à pied trail et de trottiner un petit peu la descente. Trottiner, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller aussi vite en marchant qu'en trottinant. Et il aura plus du tout mal au genou. Super. Laurent, est-ce que tu as des questions restantes, des curiosités? Non, je crois qu'on a fait à peu près le tour de la thématique. Et toi, Olivier, est-ce que tu as est-ce que tu as des choses à rajouter ou des petits thèmes que tu voulais aborder ou un message? Non, moi j'ai aucun thème, j'ai plusieurs trucs qui me tiennent à cœur, donc les pansements hydrocolloïdes, la crème anti-frottement qu'il faut pas en mettre en fonction du milieu où on court, les chaussures et la sécurité, je vous l'ai dit, hein, on l'a vu avec Kylian Jornet qui allait au Mont Blanc, mais Kylian Jornet c'est Kylian Jornet. Nous on va pas au Mont Blanc en basket. Si on fait une comparaison avec le très haut niveau, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu prends ton vélo puis tu vas faire le Tour de France. Puis voilà. Ça veut dire que quand tu prends ta voiture en montagne, tu fais du frein à main comme Sébastien Loeb. Ça veut dire que quand tu vas skier, tu fais la même piste qu'Alexis Pinturo. Donc tout simplement, en fait, on peut pas se caler par rapport au niveau pour faire notre pratique, et on peut pas se caler aux autres pour faire notre pratique. Le haut niveau, quand ils sont en montagne pour descendre, eux, et ils descendent extrêmement rapidement. Il faut savoir que pour faire 1000 mètres de descente négatif, Jornet, il met 15 minutes, même pas. Donc s'il y a un orage qui pète en haute altitude, il est en bas, tu n'as même pas le temps de réfléchir. Tandis que toi, voilà. Donc chaussures, sécurité, on va pas en montagne en sandales, on va pas en montagne en chaussures fines. Il faut avoir une certaine notion d'accroche et d'adhérence et de protection du pied. Voilà, c'est juste ça. Et puis au niveau de la podologie, la profession en pleine ébullition, ça change. Nous, avec notre société de formation, on essaye de donner des conduites, un axe EBP à notre société de formation. Donc on va prendre en charge le patient en fonction des dernières recommandations scientifiques, des expertises du praticien et des préférences du patient. Super, ça me paraît être un beau message de fin. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Olivier, pour ceux qui s'intéressent à tes travaux, tes éventuelles formations, tes partages d'expériences Alors, 3 choses, on va dire l'association de cœur, Pot d'Oxygène, avec qui on a fait pas mal de choses, avec qui on intervient sur l'UTMB, sur le marathon de Paris, etc. Donc, très belle association. Alors, je vais faire aussi la pub pour les autres associations, c'est important. On a d'autres associations en podologie, on a AirPod et la MPS, qui œuvrent beaucoup pour développer la podologie. Ensuite, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment plus sur Instagram que sur Facebook, avec mon cabinet. Donc, je dirais pas le nom du cabinet, ça fait de la pub, j'aime pas trop. Vous pourrez chercher très facilement, vous trouverez. Et enfin, avec ma société de formation montée avec mes 3 associés, donc Clément, Gauthier et Eduardo, qui s'appelle Food Solutions, où là on essaye de former, on forme nos confrères et kinés et ostéo aussi, hein. On a des formations qui sont ouvertes, pluridisciplinaires, comme la prise en charge de la douleur, comme les chaussures, comme la rééducation du pied, ou même la thérapie manuelle adaptée au pied. Et là c'est ouvert, c'est pluridisciplinaire. Merci pour ce bon moment de partage, ton expérience, ton temps. Merci à vous pour m'avoir donné la parole. J'en suis, comme je vous l'ai déjà dit, très honoré. Et j'espère que ça fera beaucoup d'audience pour vous et que longue vie au podcast Au bord du terrain.